L'ALIA, on en rêve tous un peu, non? S'installer en Israël. Mais au-delà du rêve, il y a la réalité. Et surtout, la réalité fiscale. Et là, attention, parce que les choses sont vraiment en train de bouger. Les règles du jeu changent, et pas qu'un peu. Allez, on va regarder ça de plus près ensemble. Alors la promesse de l'ALIA, fiscalement parlant, elle tient en un chiffre, 10. 10 ans. Pendant 10 ans, tous les revenus qui viennent de l'étranger, ils ne sont pas imposés en Israël. C'est quand même énorme, non? Sur le papier, c'est simple, c'est super attractif, mais la grande question, c'est est-ce que dans la pratique, c'est toujours aussi simple? Et c'est là, justement, que les choses se compliquent un peu. Vous savez, pendant très longtemps, c'était quasiment automatique. On faisait son ALIA et hop, on avait l'exonération. Fin de l'histoire. Sauf que, aujourd'hui, ce n'est plus du tout aussi clair. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le simple fait de poser le pied en Israël suffit encore pour avoir cet avantage? En fait, il faut bien comprendre le contexte. Le fisc israélien, il n'agit pas tout seul. Il y a une pression qui vient d'organisations internationales, comme l'OCDE par exemple. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les contrôles deviennent beaucoup plus stricts. L'objectif est clair. Ils veulent savoir si l'installation en Israël est bien réelle ou si c'est juste, disons, une alia de papier, juste pour le tampon. Donc pour résumer, on est passé d'un droit qui était presque acquis à un avantage qui est maintenant sous condition. Et la condition principale, le concept qu'il faut absolument graver dans sa tête, c'est le centre de vie. C'est vraiment le mot-clé. C'est ce qui va faire toute la différence entre payer des impôts ou pas. Bon, mais alors c'est quoi exactement ce fameux centre de vie? Attention, ce n'est pas juste une question de compter les jours passés en Israël. Ça, c'était avant. Maintenant, le fisc, il regarde tout, vraiment tout. Où est la famille? Les enfants vont à l'école où? Où se trouve le compte en banque principal? Les activités économiques, sociales? Bref, la question de fond, c'est où se déroule la vraie vie au quotidien? Ok, tout ça, ça peut paraître un peu abstrait. Alors pour que ce soit bien clair, le mieux c'est de prendre un exemple, un cas concret. On va voir comment une situation qui semble simple peut devenir un vrai casse-tête si on n'y a pas pensé avant. Alors, imaginons l'histoire d'un Olé Hadash. Disons qu'il fait son alia en 2016. Tout va bien, mais en 2020, pour des raisons familiales, il est obligé de repartir en France. Il y reste 3 ans et revient en Israël en 2023. Dans sa tête, le calcul est simple. 10 ans, moins les 7 déjà passés, il lui reste 3 ans d'exonération. Ça paraît logique, hein? Eh bien, pas si sûr du point de vue du fisc. Et voilà le piège. Le fisc peut tout à fait regarder la situation et dire « Attendez, pendant ces 3 ans en France, le centre de vie n'était plus en Israël, il était en France. Et la conséquence, elle est brutale. Les 3 ans d'exonération qui restaient, pouf, ils disparaissent. Dès son retour en 2023, cette personne pourrait être considérée comme résidente fiscale et donc imposable sur ses revenus. Ce n'est pas une théorie, c'est un vrai risque. Bon, face à un risque pareil, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés en espérant que ça passe? Surtout pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour se protéger, pour vraiment bétonner son statut. Il y a 3 démarches clés à connaître. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le Masloul Yarok. C'est un document qui va graver dans le marbre la date de départ de l'ALIA. Deuxième outil, le certificat de résidence fiscale. Ça, c'est un document à demander chaque année pour confirmer son statut. Et enfin, pour les cas un peu plus compliqués, il y a le rescrit fiscal. Là, c'est carrément une prise de position officielle de l'administration fiscale sur une situation précise. Et pourquoi c'est si important tout ça? Le Masloul Yarok, c'est la fondation. C'est la date de départ des 10 ans, personne ne peut la contester. Le certificat de résidence, lui, c'est la preuve vivante, année après année, que le centre de vie est bien en Israël, même si on voyage beaucoup. Et le rescrit, c'est la ceinture de sécurité et l'airbag en même temps. C'est la tranquillité d'esprit, une réponse claire du fisc qui protège. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a un autre gros changement qui se profile à l'horizon. Un projet de loi est dans les tuyaux et il pourrait bien changer la donne pour absolument tous les Olim, même pendant leur fameuse période d'exonération de 10 ans. Regardez bien, c'est un changement de paradigme complet. Jusqu'à maintenant, la logique était simple. On est exonéré, donc on ne déclare pas ses revenus. Normal. Demain, la règle sera, on est toujours exonéré, mais on devra quand même déclarer tous ses revenus étrangers. C'est une petite révolution et ça change tout. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer au quotidien? D'une part, ne pas déclarer ne sera plus une option, ce sera une obligation. Et d'autre part, et ça c'est très important, les banques israéliennes vont jouer un nouveau rôle. Elles pourront tout à fait demander une preuve de déclaration avant d'accepter un virement qui vient de l'étranger. On voit bien que l'anticipation devient absolument indispensable. Le message à retenir, il est limpide. L'époque où il y avait une sorte de tolérance, un certain flou autour de la fiscalité des Olim, cette époque est révolue. C'est fini. On entre dans une nouvelle ère, une ère de transparence et de rigueur où il va falloir être très carré pour sécuriser ses avantages.
Alors, on termine avec une question qui nous projette directement dans le futur. On parle de 2026 pour la mise en place de certains de ces changements, comme la déclaration obligatoire. Ça arrive vite. La seule question qui vaille, c'est donc, est-ce que sa situation fiscale personnelle est prête à affronter ce nouveau paysage? Parce que vraiment, la clé de tout maintenant, c'est l'anticipation.